Dans la nuit du 7 février 1986, Port-au-Prince retient son souffle. Les rues sont tendues, les rumeurs courent, la colère est à vif. Jean-Claude Duvalier, appelé Baby Doc, quitte le palais avant l'aube, rejoint l'aéroport et s'envole pour l'exil. En quelques heures, une dynastie qui a dominé Haïti pendant près de 3 décennies bascule. Ce départ n'est pas un éclair et la planète observe car l'onde de choc dépasse Haïti. C'est l'aboutissement d'années d'usure économique, d'isolement politique, de mobilisation populaire et de pression internationale qui finissent par se rencontrer au même point. Jean-Claude Duvalier arrive au sommet de l'État en 1971 à la mort de son père, François Duvalier, connu sous le nom de Papa Doc. La succession a été verrouillée à l'avance, notamment par des changements constitutionnels permettant à un héritier très jeune de devenir président à vie. Le nouveau chef de l'État, âgé d'à peine 19 ans, apparaît comme un président sans expérience, entouré d'un appareil sécuritaire conçu pour protéger le régime. Dans les premières années, la continuité est forte. L'armée demeure un pilier et les structures d'intimidation et de contrôle social héritées de la période précédente restent une réalité du quotidien. Sur le plan économique, le pays porte des fragilités profondes. L'agriculture recule, les inégalités s'aggravent, la dépendance à l'aide extérieure rend la société vulnérable. Le régime promet une modernisation et une ouverture, mais l'amélioration durable n'arrive pas pour la majorité. Dans les campagnes, la vie demeure marquée par la pauvreté et l'exode vers les villes alimente des quartiers populaires où les services publics restent insuffisants. Un tournant survient au début des années 80 avec le mariage de Jean-Claude Duvalier et de Michel Bennett. Cette union change les équilibres au palais. Des figures de l'ancienne garde sont mises à l'écart, tandis que de nouveaux cercles gagnent en influence. Dans l'opinion, les accusations de corruption et d'enrichissement se multiplient. Le pouvoir paraît de plus en plus déconnecté des souffrances sociales et le président donne l'image d'un homme pris au piège d'intérêts concurrents. À l'international, le contexte se durcit. À la fin des années 70, la question des droits humains devient un critère plus visible dans les relations avec les États-Unis. Haïti se retrouve sous observation. Le régime tente de projeter une image de détente contrôlée, mais les limites restent strictes et la répression demeure un instrument central. Cette contradiction affaiblit la crédibilité du pouvoir, à l'extérieur comme à l'intérieur. Au début des années 80, la crise sociale s'installe. La vie chère frappe les familles. L'insécurité alimentaire progresse, surtout en milieu rural. Les distributions de nourriture deviennent un symbole d'urgence permanente, sans réponse aux causes structurelles. La confiance se délite et l'idée que l'État protège une minorité au détriment de la majorité s'enracine. En 1984, des explosions populaires annoncent que la faim, à Gonaïve, puis ailleurs, des manifestations éclatent contre la faim et l'injustice. Les affrontements avec les forces de l'ordre font des morts et chaque décès élargit la rupture entre l'État et la population. Ce qui commence comme une protestation sociale se transforme en contestation politique. Des slogans visent le chef de l'État et le tabou de la peur se fissure. Dans ce climat, l'Église catholique prend un rôle plus visible. La visite du pape Jean-Paul II en 1983 marque les esprits. Son appel au changement est reçu comme un signal moral. Des prêtres, des groupes de jeunes et des communautés rurales se structurent autour d'actions de conscientisation. Des radios proches de l'Église relaient les informations, racontent les violences et donnent un écho national aux revendications. En 1904-25, les protestations gagnent en ampleur. Des grèves scolaires se multiplient, des marches s'organisent. La province rejoint la capitale. La mort d'écoliers lors d'une répression à Gonaïve devient un point de bascule. La colère n'est plus dispersée, elle devient nationale, portée par une demande de rupture avec le système, pas seulement de réforme. Le régime répond par des interdictions et des fermetures, mais la dynamique ne s'arrête plus. La peur change de camp. Jean-Claude Duvalier tente alors des concessions. Il évoque le pluralisme, promet des élections à venir, annonce des mesures sur certains prix, réorganise son gouvernement. Mais l'opinion y voit des gestes tardifs. Le pouvoir est perçu comme isolé et son socle social s'effondre. Même au sein de l'appareil d'État, l'unité n'est plus garantie. Des responsables calculent l'après et la question n'est plus de savoir si le régime va tomber, mais quand et à quel coût. Dans le même temps,
la pression extérieure se renforce. Les discussions diplomatiques s'intensifient et les signaux envoyés par Washington deviennent plus durs. Les États-Unis ne dictent pas seuls l'issue, mais leur poids compte, notamment parce que le régime dépend d'aide et d'un minimum de reconnaissance. À mesure que la crise s'aggrave, l'idée d'un départ présenté comme une sortie pour éviter un chaos plus sanglant s'impose dans les cercles du pouvoir. Autour du président, deux logiques s'affrontent. L'une veut une reprise en main par la force. L'autre estime qu'une répression massive pourrait provoquer une explosion incontrôlable, y compris contre le président et sa famille. Les derniers jours de janvier 1986 sont marqués par la confusion. Des rumeurs de départ se propagent, puis des démentis circulent. Dans les rues, la mobilisation s'amplifie. Le pays se retrouve paralysé. Le président apparaît épuisé, enfermé dans un cercle où chaque décision peut accélérer la chute. Rester et tenter la force au risque d'un embrasement. Partir et reconnaître que le système se délite. Le 6 février, Jean-Claude Duvalier fait savoir à des représentants étrangers qu'il a pris sa décision. Le lendemain, avant l'aube, un appareil militaire mis à disposition par les États-Unis décolle avec le président, sa famille et une partie de son entourage. En quelques heures, la nouvelle se répand. Une joie immense traverse la capitale et la province. Des foules se rassemblent, chantent, pleurent, courent vers les lieux symboliques du pouvoir. Mais cette libération s'accompagne aussi de scènes de vengeance. Le mouvement de déchouage, l'idée d'arracher l'ancien ordre jusqu'à la racine, se déploie rapidement. Des biens associés au régime sont pillés, des domiciles sont attaqués, des comptes se règlent. La société exprime une colère accumulée et l'État de transition doit gérer une tempête. Un conseil national de gouvernement dirigé par le général Henri Namphy prend le relais et promet une transition démocratique. Le moment est historique, mais il est fragile. Les institutions sont affaiblies, les attentes sont immenses et l'équilibre entre justice et stabilité devient un défi immédiat. Reste la question centrale. Pourquoi Jean-Claude Duvalier part-il alors que les moyens de coercition existent encore? Plusieurs facteurs se superposent. La rue est en ébullition et le régime a perdu sa légitimité. La crise économique a rendu l'ordre social ingouvernable. L'Église et des forces civiques ont offert un cadre à la contestation. Les partenaires internationaux ont accentué la pression et réduit les marges. Enfin, il y a la dimension personnelle. Jean-Claude Duvalier n'a jamais semblé habiter ce pouvoir comme une vocation. Il apparaît davantage comme un héritier porté par une machine que comme un dirigeant mu par une conviction. Dans l'épreuve finale, il ne choisit pas le martyr, il choisit la sortie. Plus tard, il dira être parti pour éviter le sang et respecter la volonté populaire. Cette version simplifie une réalité plus complexe. Ce qui est certain, c'est que le 7 février 1986, il ne fut pas seulement la rue, il fuit aussi un destin politique qu'il n'a jamais pleinement choisi. La chute de Baby Doc rappelle une leçon universelle. Quand un pouvoir s'isole, quand l'économie s'effondre, quand la peur cesse de fonctionner, une façade peut se briser très vite, même si le régime semblait immuable. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques éternelles, activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.